France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission, le talk de fin d'après-midi sur votre radio France Maghreb 2 sous une chaleur écrasante en région parisienne aujourd'hui. Jusque 18h30 donc, et au programme avec nous pour nous accompagner Hakim Rahal et Islam Saïli qui seront avec nous. On va parler avec Hakim Rahal dans son avis tranché de bien ces pays qui sont indépendants. Vive la liberté, vive l'indépendance de ces pays. En l'occurrence, je n'en fais aucun doute que Hakim Rahal fera référence évidemment avec la fête d'indépendance de l'Algérie dont c'était le 55e anniversaire hier. Nous aurons aussi le droit à un petit coup de cœur sympathique avec notre ami Hakim Rahal, avec Islam Saïli. Nous parlerons du lendemain du bac et j'espère d'ailleurs que il a été couronné de succès chez vous, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, avec vos enfants qui vous ont fait honneur, bien sûr. Et puis bon courage à ceux qui effectuent les rattrapages. Et puis pour ceux qui l'ont loupé, écoutez, l'année prochaine, voilà, ce n'est que remise, en tout cas partie remise pour l'année prochaine. Avec au programme parmi les 3 sujets que nous allons aborder, Donald Trump en Europe, le sulfureux Donald Trump, avec un entretien à observer de très près demain, un tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous parlerons de l'Algérie et du discours de Abdelaziz Bouteflika à l'occasion donc du 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, où il a redemandé à la France de reconnaître les crimes liés à la colonisation. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà réagir sur la page Facebook France Maghreb 2. Et puis nous parlerons tout à l'heure aussi des vaccins. Vous savez que le gouvernement étudie en ce moment même la possibilité de rendre obligatoire 11 vaccins. Et on en parlera avec vous bien sûr. Et puis on en parlera aussi avec Yasser Manek, qui est le présentateur, vous savez, de l'émission Parler Santé, qui nous donnera un petit peu son avis médical là-dessus tout à l'heure à 17h30. Voilà pour le programme, sans oublier évidemment le j'aime ou j'aime pas, le zapping bien sûr. Et puis information importante, et là ça concerne évidemment toutes les femmes qui partent sans leur mari en vacances en Algérie, en Tunisie, en Maroc, puisqu'il semble y avoir de nouvelles règles. Et on appellera notre ami Medjed qui, pour la petite histoire, a fait partir sa femme aujourd'hui accompagnée de ses enfants. Il a eu quelques complications. On essaiera de vous informer pour que vous puissiez partir en toute tranquillité. Ça a failli être le drame du côté de chez Medjed. On en reparlera dans quelques minutes avec lui sur France Maghreb 2. Mais pour l'heure, coup de cœur musical, c'est une superbe chanson. C'est Rihanna et DJ Khaled pour cette reprise de Santana sur France Maghreb 2. Montez le son, ça fait du bien en ce 6 juillet. Superbe reprise donc de Rihanna et DJ Khaled à l'instant sur France Maghreb 2, reprise évidemment d'une chanson de Santana, vous l'avez évidemment bien reconnu. Dans un instant, on est de retour avec Hakim Rahal, avec Islam Saïli pour aborder notre premier thème, c'est Donald Trump qui est en Europe. Il est aujourd'hui en Pologne, il sera demain en Allemagne pour le sommet du G20 et un tête-à-tête qui promet bien sûr entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le sulfureux Donald Trump. On y revient dans un instant avec vos appels. Et puis nous appellerons notre ami Medjed pour évoquer un petit souci qu'il a eu ce matin à l'aéroport lorsqu'il a accompagné sa femme et ses enfants. Attention, les lois ont changé et ça risque d'être un petit peu compliqué. Toutefois, si on oublie quelques papiers ou quelques documents nécessaires, on en reparle dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h30, j'espère que vous allez bien. Il est avec nous, bien en sueur avec cette chaleur de ouf là qui fait Hakim Rahal. Salut, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs. Oui, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud Il fait lourd. Voilà, il fait exactement. Il fait lourd. Et d'ailleurs, il y a un gros orage le matin. Il paraît parce que moi j'ai pas vu À Sani, on l'a bien entendu. Il paraît que c'était violent ce matin. Oui, pluie torrentielle, ça a bien coulé. En tout cas, des seaux d'eau qui tombaient sur Paris. Attention, 8 départements sont en vigilance orange aux orages, notamment la Somme du côté d'Amiens, dans l'Oise. 8 départements du nord et du centre en vigilance orage avec des vents qui pourraient dépasser les 100 km/h. C'est ce que prévient Météo France. Donc évidemment, la plus grande des prudences avec ces orages d'été qui sont extrêmement violent. Alors mon cher Hakim, oui. J'ai un petit peu anticipé sur ta présentation tout à l'heure, notamment sur ton avis tranché, tu vas nous parler. Alors le titre que j'ai mis à mon avis tranché, c'est l'avenir appartient à ceux qui sont indépendants tôt. On pourrait remplacer par l'avenir par émancipation, ce qui donnerait l'émancipation appartient à ceux qui sont indépendants tôt. Et puis je vais partager avec vous, chers amis auditeurs, la notion d'indépendance. Est-ce qu'elle est territoriale, donc une indépendance géographique, ou bien l'indépendance, c'est plus général, c'est une indépendance agricole, technologique, industrielle, culturelle, intellectuelle également.
Eh bien, ton coup de cœur, mon cher ami Hakim. Alors mon coup de cœur, c'est un extrait YouTube, donc toujours, de grands discours de dirigeants africains des années 70-80. Donc c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. On va écouter la première minute où on aura l'exceptionnel Thomas Sankara qui va dans cet extrait nous exposer un petit peu comment l'Afrique est arrivée à être aussi dépendante et donc pas indépendante par rapport à l'histoire et surtout au concept de domination par l'Europe sur l'Afrique. Très bien, mais auparavant on va accueillir quelqu'un que tu connais bien, mon cher ami Hakim, il s'appelle Medjed. Bonjour Medjed. Salam alaikum, salut Christophe, salam Hakim, salam à toute l'équipe. Wa alaikum salam wa rahmatullah Medjed, comment va? Ça va super bien, ravi d'être là, ravi de vous accompagner. C'est pas souvent qu'on t'a au téléphone comme ça? Non, alors c'est pas pour jouer, c'est pas pour le si pas bien, c'est pas pour non, c'est pour autre chose et pour une information très importante, notamment pour les femmes qui partent vous savez au bled en vacances en Algérie, au Maroc, en Tunisie avec et accompagnées de leurs enfants. Des fois les maris ne peuvent pas partir en même temps parce qu'il y a le travail, etc. Mais déjà il est arrivé une petite mésaventure qui mérite en tout cas d'être relatée aujourd'hui auprès de nos auditeurs et surtout auprès de nos auditrices pour qu'ils puissent prendre toutes leurs précautions avant de partir parce que ça a failli être le drame ce matin. Oui, effectivement, mon cher Christophe, et à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutez, très important lorsque vous partez notamment vous qui avez des enfants qui partez, comme vous l'a dit Christophe, sans le père de famille, auparavant, on avait le billet d'avion, on avait le passeport, tout va bien. Il s'avère qu'il n'y a pas très longtemps maintenant, et à partir d'aujourd'hui, visiblement, il demande également le livret de famille. Ouais. Donc, c'est très important, le livret de famille. Pour prouver que les enfants appartiennent à l'adulte qui voyage avec, c'est ça? Exactement, pour prouver qu'ils appartiennent bien aux deux, au père et à la mère. Parce que s'ils voient que sur le passeport, il n'y a que le nom de la mère et pas le nom du père, que le nom le nom d'épouse est différent, et bien ils considèrent donc que les enfants doivent avoir une autorisation et doivent avoir surtout le livret de famille. Et c'est chose qu'on n'avait pas du tout. Et là, c'est une vraie catastrophe parce que là, ils ont failli ne pas nous laisser partir. Ah, c'est pour prouver que c'est bien les enfants de l'adulte en fait. Exactement. Mais ça, c'est nouveau. Mais il peut y avoir qu'un seul parent qui voyage. Oui. Oui, il peut. Et le parent qui serait absent, il n'a pas besoin lui également de donner une espèce de procuration pour l'accompagnement de l'enfant. Justement. Pas jusque là. Si. En fait, c'est pas très clair parce qu'ils nous ont demandé ils ont demandé le livret de famille à ma femme. Elle l'avait pas, donc ils ont dit, heureusement il faut heureusement que j'étais là. Oui. Ils ont dit, puisque le père est là, c'est lui qui va faire une autorisation qui prouve bien que, en fait, il va laisser les enfants partir seuls avec la maman. Ah, donc la solution, ça a été que le père fasse une autorisation. C'est-à-dire que ce soit exactement, ou alors emporter avec vous le livret de famille. Le mieux, c'est même d'avoir les deux, parce que. Et comment ils peuvent savoir que c'est bien le père? Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Nous, dans la précipitation, on n'a pas cherché plus de. D'ailleurs, attention aussi pour les gens qui ont des enfants adoptés, parce que là encore, ça pose encore un autre problème, parce que là aussi, ils veulent le document de jugement de l'adoption du père et de la mère. C'est un problème à partir du moment où on n'est pas prévenu, que c'est la dernière minute et que c'est un peu la catastrophe. Oui. Mais après, si on réfléchit à la mesure, c'est pour une protection de l'enfant. Exactement. Et ce que je me dis, c'est que si, par contre, ça aurait été toi qui voyagerais avec l'enfant et que tu n'as pas ton livret de famille, il aurait aussi fallu l'autorisation de l'adulte. Ah oui, est-ce que ça s'applique aussi pour le père? Oui, parce que c'est pas une question de est-ce que ça s'applique pour le père ou pas, Medjed? Oui, c'est pas. J'ai pas entendu ta question, Christophe. Est-ce que ça s'applique aussi pour le père qui voyagerait seul avec ses enfants? Sans livret de famille. Je sais pas du tout. Oui, je pense que oui. En tout cas, ça s'est appliqué. En tout cas, pour ma femme, non, je pense que c'est parce qu'il fallait un adulte qui reste au sol, qui soit comme le garant, parce que c'est une attestation sur l'honneur que tu fais, j'imagine. Ouais, c'est une attestation sur l'honneur. En gros, en fait, il faut remplir un papier. Non, mais le problème, c'est que c'est pas un papier qu'il faut remplir. Il faut remplir 5 autorisations, c'est-à-dire pour chaque enfant. Oui, parce que Medjed a beaucoup d'enfants. Il a bien travaillé. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est la compagnie qui demande ça ou c'est les autorités françaises? Je sais pas, ils disent qu'il faut regarder sur le site du gouvernement, tout est indiqué, on ne doit pas partir sans la loi. C'est à la PAF, surtout,
D'accord. Donc C'est c'est- Là où j'ai été j'ai été curieux, c'est qu'ils ont dit oui parce qu'avec la Syrie, je sais pas quoi, ils ont peur qu'on envoie les enfants en Syrie. Enfin bref, vraiment prenez vraiment vos précautions pour faire un maximum et de faire attention quand vous voyagez en tout cas. Bon, Seul, en tout cas, mesdames, ça- Il faut aller sur le site internet pour se renseigner parce que Oui, la mais- parole de l'officier qui dit c'est envoyer les enfants en Syrie, je sais oui, pas, c'est pas un camp de à vacances. direction d'Algérie pour aller en Syrie, bon, C'est c'est n'importe peut-être pas quoi. forcément la meilleure, Ah ouais, la meilleure carrément, route. ouais, non, mais Hein. c'est du grand n'importe quoi. Et puis c'est la même chose pour tout le monde, quoi, pour un Australien, pour un Japonais, ce qui est Ouais, plus- ouais. Bah, il faudrait Ouais, se renseigner ouais, parce que on est en tout d'accord. cas, je tenais à appeler Medjed parce que ça lui est arrivé ce matin et pour éviter, si vous voulez, D'accord. au nombreux passer l'info. départ qu'il va y avoir ces prochains jours de femmes ou de pères qui vont partir seuls avec leurs Ah enfants, bah, c'est l'actu, ouais, de effectivement. prendre vos précautions, de bien prendre avec vous le livret de famille. Qui plus est, ça peut être un détail en plus, mais de préparer aussi les autorisations de sortie, si toutefois, voilà, pour Oui, prendre des précautions, voilà, pour être Voilà. tranquille. Et puis voilà, Parfait. c'est surtout pour informer les gens qu'il y a a priori de nouveaux changements concernant les voyages, donc qui est opéré par les autorités françaises. Au départ donc de la France, direction de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc principalement pour ceux qui voyagent dans ces trois pays, mais ça peut être évidemment le cas pour les autres pays, j'imagine. J'ose espérer. Exactement, et on essaiera, j'espère Christophe qu'on essaiera de trouver des personnes du gouvernement pour nous donner des infos plus précises. Oui, bien, on Ah, va ce s'y sujet. empresser pour en poser les bonnes questions parce que c'est très important, parce que c'est un peu passé sous silence cette histoire. Donc Oui, voilà. tout à fait. C'est passé ils nous ont dit, vous savez, il y a un nouveau gouvernement, donc hop, tout de suite il y a des nouvelles lois. Mais alors des nouveaux décrets dont on n'est pas au courant, donc surtout c'est très important de le dire. En tout cas, voilà, chers auditeurs, vous êtes au courant maintenant. Faites bien attention quand vous voyagez et quand vous allez à l'étranger. Donc là, je pense Maroc, Tunisie, Algérie ou autre, de bien prendre vos précautions, de bien préparer tout ça. Bah, pour le coup, c'est À le livret l'avant. de famille, alors. Le livret de famille et pour Le les livret de famille. et Surtout, pour les enfants adoptés, n'oubliez pas aussi le jugement. Voilà. le jugement, le livret de famille, tout ce qui est relatif à tout ça, D'accord. est bien gardé. Avant, on ne demandait absolument pas le livret de famille, hein, donc c'est bien la première fois qu'on le demande maintenant. Donc Oui, c'est vrai. Moi, ah. j'ai pas souvenir qu'on ait demandé le livret de famille, moi. Et voilà, les enfants, tout à ils sont fait. sur le passeport? comment Ils sont pas sur le passeport de la mère, Non, les ça enfants n'existe plus ça. Non, c'est chacun Chacun leur son passeport. Chacun son hein, passeport c'est- maintenant. D'accord. Ok, Ouais, bon. ça- Enfin bon. Ouais. Bon, et ben voilà, merci en tout cas Medjed d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui était arrivé ce matin pour pour qu'on évite en tout cas que ça arrive aux autres. Hein. Donc c'était voilà un bon partage mon cher Medjed, et puis on te retrouve évidemment tout à l'heure à 18h30. Avec plaisir, merci beaucoup et à tout à l'heure alors sur l'antenne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, c'est très important. Donc pour ceux et celles qui partent en vacances, donc le père ou la mère seul avec les enfants, n'oubliez pas, parce que apparemment c'est un document qui est demandé dorénavant, de vous munir de votre livret de famille, puisqu'il va vous être demandé, par précaution aussi, de préparer des autorisations de sortie, comme quoi le père autorise bien la mère et les enfants à voyager. Et pour ceux et celles qui ont des enfants adoptés, les kafalas et compagnie, eh bien n'oubliez pas aussi de vous munir du jugement qui prouve bien qu'elle a été adoptée. C'est les nouveaux documents demandés par les autorités françaises lorsque vous voyagez donc en direction d'un pays quelconque. En l'occurrence, c'était l'Algérie pour ce qui est de Medjed, mais voilà. Comment va notre ami Islem? Ça va et toi, Christophe? Qu'est-ce que c'est que ce retard là? Tu nous as fait du Hakim là aujourd'hui? Ah, j'ai fait du Hakim. Bah justement, lui, il est arrivé à l'heure, non? Pas tout à fait, mais bon, avant toi en tout cas. Je suis désolé, je suis navré. Bon, ça va Islem? Ça va et toi? Bon, avec toi on va parler du lendemain du bac. C'est ça. Ouais. T'as eu ton bac, Islam? Je l'ai eu, ouais. Au rattrapage. C'est bien. Au rattrapage. Ouais, je l'avais au rattrapage. Ah oui, très De bien. 3 points près. Hein. En tout cas, bon courage à tous ceux qui font les rattrapages. Je crois que c'est le direct, hein, c'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui, évidemment. Ouais, aujourd'hui et demain, t'imagines. Et toi, Hakim, tu l'as eu? Oui. Avec mention, j'espère. Non, Même pas. non, pas de mention. Ah bon, d'accord. Bon, en tout cas, bon courage et encore toutes nos félicitations, et on le verra tout à l'heure dans le Mobi Répondeur, puisque vous avez la possibilité de nous laisser vos messages 24h/24. Il y a un papa qui est très content parce que sa fille il l'a eu hier. Et Il y a apparemment, de quoi, c'est une grande pression, Ah hein, ouais, l'examen du bac surtout. Oui. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils vont changer ils risquent de changer le gouvernement français risque de changer le bac parce que ça va être moins d'épreuves en fin d'année et des contrôles continus. Ah, un contrôle. Ça, c'est en projet pour 2021 apparemment. Bah en fait c'est par expérience je trouve que c'est plus juste parce que le bac c'est l'examen final, donc c'est le sésame pour continuer les études à l'université, même si on n'a pas suivi une année scolaire normale et donc qu'on a été mauvais pendant l'année,
et puis on a le bac et puis on passe. Tandis qu'une personne qui a été un très bon élève pendant l'année, mais qui panique ou à la fin rate son bac pour X ou Y raison, eh bien ne pourra pas continuer ses études et devoir repasser encore le bac, repasser encore une année, il redoublerait encore. Alors qu'il a été très bon élève. Tu vois, donc c'est ce que tu viens d'annoncer, Christophe. Je trouve ça plutôt équilibré. Et un changement aussi au niveau des inscriptions en faculté, puisque a priori c'était un peu au tirage au sort pour le coup, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et là apparemment ça va se faire par sélection. Alors je ne sais pas encore, c'est pas tout à fait indiqué une épreuve, quel alors. genre de sélection va être, mais en tout cas voilà, ça risque de changer puisqu'il y a visiblement pas pour assez la fac, de place. pour la fac, attention. D'accord. Voilà. Bah faut voir en quoi consisterait la sélection. Va falloir s'habituer à quelques changements là avec le Macron en tout cas, Hakim, hein, pour le coup. Alors on va entamer notre premier thème puisque tout le monde est là, tout va bien. On va parler des États-Unis qui se disent aujourd'hui prêts à travailler avec la Russie pour établir des zones d'exclusion aérienne en Syrie. C'est ce qu'annonce le secrétaire d'État américain. Donc au lendemain de l'échec des discussions d'Astana sur l'instauration de zones de désescalade en Syrie, des déclarations de Rex Tillerson avant la première rencontre demain entre les présidents russes et américains, ça sera en marge du G20. Le tête-à-tête donc entre Trump et Poutine sera assurément, messieurs, l'un des temps forts de cette fin de semaine avec un agenda diplomatique extrêmement chargé. Le G20 à Hambourg va donner lieu à de nouveaux entretiens. C'est le deuxième voyage en Europe du locataire de la Maison Blanche. Que faut-il en attendre, Hakim, de ce deuxième voyage du sulfureux Donald Trump? Nous, de là où nous situons en tant que civils, de voir ces deux grands protagonistes planétaires, ces deux superpuissances, même s'il n'y a pas de comparaison parce que c'est déséquilibré, hein, les États-Unis sont, j'ai rien que le chiffre en nombre de bases militaires dans le monde, on l'avait rappelé plusieurs fois, plus de 250 pour les États-Unis et moins de 70 ou aux alentours de 60 pour la Russie. Donc l'équilibre il n'est pas maintenu, mais étant donné que la plupart des conflits mondiaux, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les crises dans les Balkans, la Yougoslavie ou bien l'Irak, guerre du Golfe, se passent sur le vieux continent et non pas sur en Amérique du Nord. Eh bien, la position de la Russie s'en trouve finalement renforcée, c'est-à-dire la parole de la Russie lorsqu'elle va négocier, parler de ce qui se passe en Europe, elle est plus importante que la parole des États-Unis lorsqu'elle veut parler de ce qui se passe en Europe ou bien Europe centrale. Voilà, parce que les États-Unis, ils ont une parole forte lors de ces négociations, c'est bien parce que ils ont le relais de leurs alliés. Donc voilà, je veux dire, la Russie finalement, elle parle parce qu'elle est chez elle. Donc elle a la force d'être à domicile, si on peut dire ça comme ça, si on voit ça en termes d'antagonisme. Tandis que les États-Unis, eux, c'est par rapport à un jeu d'alliance transatlantique, voilà, donc avec France, Allemagne, puis tous les beaucoup de pays, on va pas tous les citer. De quel regard tu portes sur cette rencontre? Voilà, donc donc comme je disais, on voit que la taille n'est pas la même, mais mon petit Benoît me dit que le conflit syrien, le changement on va dire la force d'opposition qu'il y a eu à l'encontre de la coalition et des alliés, on va dire, contre Bachar el-Assad, et donc forcément qui a été soutenu par les Russes, hein, donc au niveau logistique et militaire, a fait que les rapports ils ont changé parce qu'en fait le conflit syrien depuis 2011, hein, donc là on est au début du 21e siècle, hein, on est en 2020 bientôt, eh bien il a montré que les États-Unis c'est pas les maîtres de la planète, les Russes sont là et derrière les Russes on sait bien, Christophe, il y a la Chine, il y a l'Inde. Voilà, donc il y a la Chine, oui, il y a l'Inde. Voilà, ouais, effectivement, donc des grands pays. Voilà, donc on peut plus dire que c'est les maîtres absolus de la planète. Est-ce que tu partages l'avis de Hakim Islam sur la vision globale de l'échiquier géopolitique international? On peut que partager. De toute façon, il a tout dit ce qu'il fait. Il a bien résumé, je pense, la situation, mais. Ça reste très global ce que je dis. Hein, En gros, tu l'as vulgarisé, donc ouais, voilà. Je suis d'accord. Mais j'ai rien d'autre à ajouter là, franchement. Alors pour le coup, il est en Pologne, hein, Donald Trump depuis hier soir. Il prononce un discours tout à l'heure, réaffirmant notamment la détermination dont doivent faire preuve les Occidentaux face aux menaces. Donald Trump doit
pendant ces quelques jours multiplié les entretiens avec les dirigeants de la planète. Alors, à quoi doit-on s'attendre? C'est toute la question que je vais poser et que va tenter de répondre aussi le Jean-Éric Brana, qui est spécialiste des États-Unis. Écoutez, c'était chez nos confrères de Média. La difficulté avec Donald Trump, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il nous réserve en politique internationale. On a vu que lors de sa dernière tournée en Europe, ça ne s'est pas très bien passé, notamment parce qu'il a refusé de se livrer et notamment de prendre position pour l'article 5 qui, rappelons-le, est cet engagement que tous les États vont se soutenir au cas où l'un d'entre eux serait attaqué par une force extérieure. Cette fois-ci, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on a 3 visites particulièrement importantes qui pourraient nous révéler un nouveau Trump en révélant une politique étrangère qui serait plus en rapport avec ce qu'on a l'habitude de connaître. Ces 3 visites, c'est la Pologne, la rencontre avec Vladimir Poutine et le G20, mais en réalité, ça pourrait aussi nous réserver 3 grandes surprises qui pourraient décontenancer les diplomaties du monde entier et peut-être remettre des compteurs à zéro et pas forcément dans le sens que l'on espère. En fait, ce qu'explique ce spécialiste, donc grand observateur de la vie politique aux États-Unis, Jean-Éric Brana, c'est que Donald Trump est tellement imprévisible qu'on ne sait pas finalement à quoi s'en tenir, quoi. Ça peut partir dans tous les sens. Bon, imprévisible, c'est un grand mot, Christophe, parce que ses positions, il est connu pour être quelqu'un qui, un businessman par rapport à son parcours personnel déjà. Donc, on a la présence d'un milliardaire. Donc imprévisible, je trouve c'est un peu trop parce qu'il n'a pas le positionnement qu'avait Hillary Clinton qui était affiché avec la volonté d'intervenir. Mais qu'est-ce que fait Trump? Mais attends, il fait tout le contraire de ce qu'il a dit. Hein. Oui, mais Trump, il est connu dans sa campagne électorale présidentielle pour favoriser c'est-à-dire le marché, l'économie, le business de son pays, quoi. Ouais. Parce qu'il voit, parlons simplement, il voit les États-Unis comme une entreprise. Lui, c'est un chef d'entreprise. Il a, on va dire entre guillemets, réussi dans les affaires. Bon, ça serait un peu long d'exposer comment et par quels moyens. Mais, et avec qui? Voilà. Mais en tous les cas, et puis dès le début de son mandat, il avait fait clairement des rapprochements avec Poutine. Ouais. Donc aujourd'hui, de dire que c'est imprévisible, franchement, ça serait bien d'avoir des. Enfin, je pense pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il appartient à sa formation politique. Ce n'est pas celle de vouloir conquérir et dominer les territoires avant mais de régler et de rendre entre guillemets rentable un maximum les États-Unis, son entreprise. Et on sait également que le problème qu'il a beaucoup, et puis il l'a déjà dit de manière textuelle, que son grand problème c'est la Chine, voilà, qui voit d'un mauvais œil parce qu'elle est très dangereuse. Il y a le conflit de la Corée du Nord aussi, et la Chine, on sait que c'est un allié inconditionnel de la Corée du Nord. Là aussi, ça peut compliquer les choses quand on sait ce qui s'est passé cette semaine, par exemple. Oui, avec les essais des lancements des missiles. Oui. Voilà, bon, après, je pense pas que ça va... Un cadeau fait aux salauds d'Américains, c'est ce qu'a déclaré Pyongyang. Hein. Oui, après, s'il dit ça parce qu'il sait il y a qui derrière lui, Pyongyang, pour dire ça, on ne dit pas ça gratuitement, on se sent fort, c'est pour ça qu'on sort on bombe le torse, mais moi je pense pas que ça ira loin, à partir du moment forcément qu'il y a une rencontre entre Trump et Poutine, et donc forcément entre les deux acteurs super puissants actuels de la planète. Bon, eh bien on va suivre ça de très près. Le G20, c'est demain en Allemagne, une ville apparemment qui est absolument quadrillée de partout, fermée. C'est sûr. Voilà, toute la sécurité est au top. Là, on craint évidemment des attentats. Vous savez qu'en Belgique, on a arrêté plusieurs personnes aujourd'hui. La Belgique vit sous la peur parce que visiblement une menace très importante d'attentats est observée en ce moment. Tiens, puisqu'on parle d'attentats, sachez que l'Assemblée nationale a voté la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Voilà, c'est tombé cet après-midi. Prolongation. Ça s'arrête jamais. L'urgence maintenant, c'est l'état normal, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On voit plus trop la différence entre l'état d'urgence, parce que je rappelle quand même que en état d'urgence, les manifestations publiques sont interdites. Or, depuis l'état d'urgence, on en a vu quand même un paquet, et pas des moindres. Donc voilà.
Bon, on verra. En tout cas, ça fera peut-être l'objet aussi d'un débat. Est-ce qu'il est utile encore de prolonger l'état d'urgence? À quoi ça sert? Voilà. Est-ce que ça garantit clairement la menace terroriste? Voilà, on pourra en parler. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis si vous le souhaitez sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Dans un instant, l'avis tranché de Hakim Rahal, parce qu'il va aller peut-être en écho avec ce dont on va évoquer pour notre deuxième thème. Abdelaziz Bouteflika s'est exprimé hier à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Encore une bonne fête à tous les Algériens du monde. Eh bien, il a dit quoi? Il a demandé à la France qu'elle reconnaisse les crimes liés à la colonisation. Voilà, ça c'est une demande express du président algérien. On en reparle avec vous, avec vos commentaires aussi sur la page Facebook France Maghreb 2, et on parlera des lendemains du bac, pour des lendemains heureux ou un peu plus malheureux pour certains, avec Islem Saïli tout à l'heure à 17h30. Je rappelle également que nous parlerons tout à l'heure des vaccins. Vous savez que le gouvernement étudie en ce moment même la possibilité de rendre obligatoire 11 vaccins au lieu de 8 aujourd'hui. Et on demandera l'avis à quelqu'un que vous connaissez, Hakim, Yasser Malek tout à l'heure. Ah, notre Yasser Malek, notre spécialiste de santé bien sûr, qui sera avec nous tout à l'heure dans cette émission, le Grand Forum. J'ai envie de vous dire une seule chose, restez là, c'est là que ça se passe, c'est le Grand Forum. L'authenticité est bel et bien là, méfiez-vous des imitations. Dans un instant, le zapping. Direct. Ça marche, voilà. Et puis les auditeurs, bien sûr, pas Islam. Hein. Ah d'accord, Islam. Moi c'est plein pot, moi, mais c'est pas grave. Attends, il est blindé, Islam. C'est connu. Ton coup de cœur, tiens, Islam, j'ai oublié de te demander. Le coup de cœur, je vais prendre le coup de cœur de Maïssa vu qu'elle est pas là. Ouais. Ça sera, je vais parler de Et je vais parler de la dessinatrice BD qui est avec nous là, Mayada de Desperate Blédard. Ah bah génial. Desperate Blédard. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas Desperate Housewives, non, rien à voir. C'est une parodie. Ah, c'est une parodie. D'accord, avec Linette et tout ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, très bien. Bienvenue à toi. Merci. Sous forme de BD, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, reste avec nous, tu nous en parleras tout à l'heure. Sois un petit peu patiente. Elle sera avec nous donc tout à l'heure pour le coup de cœur. Place maintenant, et avant de retrouver l'avis tranché de notre ami Hakim, avant de parler aussi de Abdelaziz Bouteflika qui s'est exprimé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance algérienne hier, eh bien nous allons passer au zapping. Ah, zapping qui est bon, hein. Il y a du Marine Le Pen, il y a du Florian Philippot, il y a du Mélenchon, et on commence avec Manuel Valls, puisque pour ce dernier, les candidats de la France Insoumise, j'avais oublié lui. ils sont dangereux pour la démocratie, c'est ce qu'il a indiqué chez Bourdin. Écoutez Manuel Valls. Et je ne voulais pas laisser cette circonscription dans la main de gens que je considère dangereux pour notre démocratie et pour la République. Qui est dangereux? La France insoumise? Oui, en l'occurrence, les candidats de la France insoumise. Ils sont dangereux pour la démocratie? Ah oui, moi je pense pour une certaine vision de la République, pour cette République forte, pour une certaine idée de la France. Oui, la campagne qui a été menée contre moi, au nom même des idées que je défendais sur la République, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, oui, je pense que c'était un projet. C'est la raison pour dangereux. laquelle Les candidats de la France Insoumise sont dangereux pour la démocratie, Vraiment. c'est ce que dit Valls. Il tombe bien bas quand même. Son argumentaire, il y a qu'un mot pour que je résume son argumentaire, c'est périmé. Toujours, voilà, l'égalité homme-femme. Laïcité. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, il a oublié antisémite par Qu'est-ce contre. qu'il raconte? Mais il a rien à dire. Son fonds de commerce, il est vieillissant, il a atteint tellement un ridicule, les profondeurs du ridicule avec son exclusion du PS, son non-admission à En Marche. Voilà, donc il ose parler, il est périmé en fait, il a du mal à se renouveler. Eh bien, ceci peut-être est l'occasion de rappeler qu'il y a toujours une pétition qui circule pour soutenir le recours déposé par Farid Amrani, qui est la candidate soutenue par la France Insoumise face à Valls, puisqu'elle conteste le résultat de cette élection, et elle a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. On vous a mis la pétition en ligne sur la page Facebook France Maghreb 2, n'hésitez pas à aller la signer, la partager, on est à plus de 14 000 signataires. Wow. Il faut que ça grimpe, D'ailleurs, oui. quelles sont l'évolution justement des choses par rapport à son recours? Alors le recours a été déposé il y a 2 semaines, Voilà. et il faut attendre entre 4 à 6 mois pour que le Conseil constitutionnel rende son verdict. En gros, il est député Pour l'instant. Pour l'instant, genre en sursis. Alors imaginez-vous, il pourrait y avoir un truc qui serait extraordinaire. Vous savez que Macron est en train de faire sa loi sur la moralisation de la politique. Oui. Et si cette loi passe avant que le Conseil constitutionnel, imaginons, faisons un peu de réelle Vas-y, on se projette, actualité, vas-y, on se projette. Imaginons que le Conseil constitutionnel invalide l'élection, donc faut la refaire, et que la loi de la moralisation soit passée.
Ah, il peut Et plus. que dans cette loi, Ouais. il est dit que un député ne peut pas se présenter plus de 3 fois. Manuel Valls, c'est la 4e. Il serait out. D'accord. Vous imaginez un petit peu l'humiliation ultime. Bah, là, Là, pour le coup. il part par la petite porte. Hein. Eh ben, par la petite porte, là, c'est par la porte des toilettes, gars. Bon, on verra, hein. On verra. En tout cas, voilà, on peut Parce que faire. si Emmanuel Macron aurait voulu éliminer définitivement Manuel Valls, il y aurait eu un candidat En Marche dans sa circonscription. Non, déjà. ouais, mais Déjà, de toute façon, Valls, c'est même plus si ou c'était moins- pas gagné d'avance, mais Alors, ils l'ont laissé faire quand même. bon, on en termine avec Valls, c'est fini. Je Ouais, pense voilà. qu'on va plus le revoir pendant un petit temps, là, pour l'instant. On va parler de Mélenchon maintenant, puisque après le vote un peu particulier qui a eu lieu mardi à l'Assemblée nationale concernant le discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon se demande où est l'opposition. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Quand même, qu'est-ce que c'est que cette opposition, les Républicains? Le président Christian Jacob remue bras et jambes pour dire c'est nous l'opposition, c'est une horreur, on m'a volé mon siège de questeur. Bon, personne ne comprend ce que c'est que ce siège de questeur, mais peu importe. Et puis au moment du vote, il fait un discours méchant comme une gale. Il tape, monsieur le Premier ministre, et puis à la fin, tchouf, les 3/4 du groupe s'abstient, dont lui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une opposition qui s'abstient au moment où on vote la confiance? Et puis alors les socialistes, si vous aviez vu ça, c'est même plus l'ombre d'eux-mêmes. Le président du groupe fait un discours dont la figure rhétorique, vous savez, la façon d'organiser le discours, c'était « Vous voulez faire ceci, nous aussi ». Mais vous voulez faire ceci, nous aussi. Donc le refrain du PS, c'était le gouvernement veut faire quelque chose, nous aussi. Et pareil, ils s'abstiennent. Il reste 5 pour voter contre avec nous et les communistes. Voilà. C'est du jamais vu. Où est l'opposition là-dedans? La question est légitime, hein, quand on voit les résultats un petit peu du vote de l'Assemblée nationale concernant ce vote incroyable, beaucoup d'abstentions et même des candidats de l'opposition, enfin des députés de l'opposition ont voté pour ce discours, donc pour la confiance en l'occurrence accordée au gouvernement, dont 23 de droite. Bah, c'est ce qu'on on comprend encore une fois la force innovatrice entre guillemets du positionnement politique de Macron qui l'a fait gagner. Donc il est ni de droite ni de gauche, mais il est de droite et il est de gauche. Il compose un gouvernement avec des ministres de droite et des ministres de gauche. Ouais. Voilà. Ça c'est une chose. Et deuxième point, on voit que entre guillemets toujours et que des guillemets, l'opposition a peur finalement de manifester de son refus, son désaccord, en se taisant parce qu'il se prononce pas. Ouais. Il ne vote pas. Voilà. Et il va rester qui finalement? Et c'est comme ça qu'on ressent les choses quand on entend le témoignage de Mélenchon. C'est qu'il reste que Mélenchon pour s'opposer. Et le FN, non? Donc finalement, Le FN il est très mal en ce moment. donc finalement On verra. à l'Assemblée nationale c'est le seul opposant c'est Mélenchon. C'est Alors, les de France Insoumise. Pour être tout à fait Si complet, tout le monde est sur ce qui d'accord s'est passé, entre eux là-bas. il y a eu 370 voix pour la confiance du discours donc accordé aux politiques générales de comment ça s'appelle monsieur le Premier ministre. Or, si vous regardez bien les chiffres, 361 c'est ce que représente La République En Marche et le MoDem. Donc il y a eu 370, vous voyez, il y a un petit voilà. Ouais. 67 contre, Oui. 67 seulement hein. Ouais. Sur un total à peu près de l'opposition de plus de 172. Le reste c'est de l'abstention. Voilà Ouais. des chiffres concrets. Voilà. Voilà. Donc voilà, s'abstenir, ça veut dire c'est qui ne dit mot consent. Et voilà, c'est ne pas vouloir se mouiller. Voilà. Islam, est-ce que tu comprends un petit peu le coup de gueule de Mélenchon là? Où est l'opposition? Il l'a complètement cassé Macron aujourd'hui. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui. Bah ouais, bah non, mais ça c'était prévisible qu'il n'y ait plus d'opposition, étant donné quand on fait un gouvernement avec des gens de droite et de gauche, on s'attend forcément à ce que les gens de droite et de gauche soient d'accord avec vous. Mais après forcément, Mélenchon c'est la gauche de la gauche, donc ouais. Mais il se retrouve seul. L'opposition, c'est Mélenchon. Ah ouais, mais il se retrouve, mais même dans son opposition, Il est bien dans seul ce rôle. Il aime bien ce rôle. Je pense qu'il ça Ouais, va. Ça va Je pense que c'est un Mais éternel. il faudrait qu'il soit opposant, un peu plus rassembleur pour le coup, parce que il pourrait rassembler largement dans son camp, je veux dire de la gauche, et peut-être rassembler aussi quelques. Non, mais il y a rien à rassembler Ouais, vu tout de t'as cité les chiffres. Oui, Au niveau d'accord, de- mais dans de- son discours, du en nombre tout de cas, il n'a pas députés. forcément un discours très rassembleur, le Mélenchon, pour l'instant. On verra, en tout cas, il peut Oh, j'ai pas senti ça, moi. encore, Non, j'ai pas peut-être senti il ça. peut, Pour le peu que j'ai entendu parler à l'Assemblée, j'ai pas senti qu'il était pas rassembleur. il peut peut-être inviter d'autres personnes à le rejoindre, etc., pour faire grandir, en tout cas, ce peu d'opposition qu'il y a à l'Assemblée nationale. Bref, hier, dans la rubrique Lapsus,
hier avait lieu la première séance de questions au gouvernement. Oui. Donc hier après-midi à 15h à l'Assemblée nationale. Ok. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'il y ait un lapsus signé le Premier ministre Édouard Philippe. Écoutez, c'est magique. Qu'en matière de fiscalité, comme en matière de normes, c'est une des demandes les plus récurrentes de l'ensemble du monde économique. C'est ce que nous ferons à partir de la fin de l'année. Enfin, vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Ah. Ah. Le Premier ministre. Tout va bien. Le Premier ministre des engagements qui ne seraient pas respectés, croyez-moi, l'ensemble du gouvernement a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche. Édouard Philippe qui se prend pour le président, donc lapsus. Oh, il se prend pas pour le président. Ouais, il a dit président quand même. Bon, non, c'est un peu. Bon, pourquoi c'est un lapsus? Ouais, c'est pour faire. Ouais. C'est pas important, c'est pas important. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Non, j'ai pas dit que c'était important. Oui, J'ai dit que c'est un lapsus à signaler quand même. Ouais, après, il était mal, hein, je peux te dire, il faut voir les images. Bah, il a la voix tremblante. Oui, voilà, il s'est rendu compte de son énorme connerie quand même. Oui. Bon, de Premier ministre à président, il n'y a qu'un pas, Islem ou pas? Pour le prochain quinquennat, mais il y a surtout une élection. Voilà, il y a surtout une élection comme dit Hakim. Non, je sais pas. Ouais, c'est un lapsus. Je sais pas si c'est un. Bon, franchement, dites-moi un homme politique qui voudrait pas être président de toute manière. Ah, il y en a. Il y en a. Bon. Jacques Delors. Dominique de Villepin. Bon, ils sont assez peu pour être cités de toute façon. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Alors, on va changer de sujet dans ce zapping et on va parler un peu d'écologie et notamment du plan climat de Nicolas Hulot présenté ce matin. Après les propos très volontaires d'Emmanuel Macron pendant la campagne sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on attendait du concret de la part du ministre de l'Environnement. On écoute un extrait donc de l'intervention de Nicolas Hulot ce matin. On va accélérer évidemment le déploiement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, pour moi, c'est la solution principale d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura les machines pour capter le vent, le soleil, le mouvement des vagues, le gradient thermique des océans, la géothermie, on aura accès à une source d'énergie relativement inépuisable et à terme gratuite. Mais cette révolution énergétique que nous impose la contrainte climatique, c'est une aubaine pour la paix dans le monde. Parce que observez à quoi ont été dus la plupart des conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale, creusez un peu, le pétrole, le charbon et le gaz n'étaient jamais très éloignés. Dit autrement, en s'affranchissant des énergies fossiles, je pense qu'on s'affranchit aussi d'énormément de sources de tension. Quand chaque pays pourra être autonome sur un plan énergétique, à partir de sources d'énergie qu'il maîtrisera, eh bien il n'y aura plus de grandes ou de petites puissances. Et il y aura des gens, des hommes, des femmes qui pourront se regarder d'égal à égal. Voilà le discours prononcé ce matin par Nicolas Hulot. Est-ce convaincant, Hakim ? C'est très utopique. Ouais. Et il nous apprend rien. Parce que Total, Esso, Elf, ils laisseront pas leur manne financière partir entre les mains de nouvelles technologies illimitées telles que donc le vent, le soleil, les courants marins. Voilà, donc c'est très important comme enjeu. S'ils auraient voulu, les décideurs politiques, passer à l'énergie verte et se séparer aux deux énergies fossiles, pétrole, gaz, ils l'auraient fait depuis longtemps. Parce que des avancées technologiques en matière de carburant, il y en a. Voilà, donc les moteurs à hydrogène, on voit des exemples de ça. Les fonctionnements avec de l'huile de tournesol, on le voit également. Voilà, donc quand on veut, on peut. C'est pas Nicolas Hulot c'est pas Zorro, c'est pas le sauveur. Ses reportages télé, c'était très bien,
mais c'est pas avec un discours qui va. Non mais déjà au moins c'est un discours. Là c'est au non mais c'est pas le premier qui le dit. Non mais c'est pas la première fois qu'il dit ça. Bah j'ai pas vu beaucoup de. Ah si tu suis un peu le. Non mais j'ai pas vu sous Sarkozy ou sous Hollande. Les j'ai pas militants vu quelqu'un qui dit aussi fort quelqu'un du gouvernement en tout cas. Un Français peut-être qui le dit. Nicolas Hulot il l'a peut-être dit 1 million de fois. Mais là il le dit en tant que ministre. Et là ça change quelque chose. Parce que on peut dire Total et Sceaux tout ce que vous voulez. Mais là c'est l'État. Alors ça change quoi? Ça change que en fait c'est le billet vert de Macron. C'est voilà pour moi c'est une petite étiquette. C'est bon j'ai Nicolas Hulot dans ma bonne équipe. Ça redore mon blason. Et je n'oublie pas les intérêts industriels et privés qui sont sponsors de notre cher. Mais est-ce que l'écologie serait pas une matière superflue à l'école? L'écologie une matière superflue? Ouais. À l'école, je me rappelle de mes années scolaires. On parle pas beaucoup d'écologie à l'école quand même. J'ai fait quoi moi d'écologie? On parlait de SVT, donc la nature, là. L'écologie, non, et on n'en fait pas la promotion à partir du moment où c'est pas le modèle de société. La décision politique, elle n'est pas investie à 100%, même si on voit le développement des voitures électriques, des motos électriques, du Vélib, etc. dans les villes, mais c'est pas vraiment. Il y a un lobbying qui marche bien, écologiste, et tant mieux, il en faut plus encore. Mais c'est pas la volonté des grands industriels. Voilà. En tout cas, toi, t'as l'air un peu plus convaincu, Stem, du discours de Hulot. Tu sens quelque chose qui se passe? Non, quelque chose qui se passe, non. Mais voilà. Non, quand même pas. Mais non, mais moi je suis. Non, c'est bien d'entendre des choses comme ça. Voilà, exactement. De la part de quelqu'un du gouvernement. Voilà. Officiel. Oui. Là, c'est l'État, comme on dit. Enfin, voilà, c'est le gouvernement. Donc oui, là, ça fait plaisir. On rappelle quand même que pour Hulot, ils ont tous essayé de l'avoir, hein, ça soit Sarkozy, Hollande, etc. Bon bah, ils n'ont pas réussi. Macron l'a eu, quoi. Et ça semble durer pour l'instant. Alors, pour ce qui est du reste du zapping et pour finir, on va parler un peu des remous au sein du Front National autour d'une autre promesse de campagne, celle de Marine Le Pen de faire sortir la France de l'euro. Une défaite plus tard, la présidente du Front National a reconnu le caractère anxiogène de cette proposition. Et c'est dans ce contexte que Florian Philippot a jeté ce matin un pavé dans la mare. Pour lui, Marine Le Pen a déjà tranché la question. Il l'a déclaré ce matin puisqu'il était l'invité de nos confrères de LCI. Voici ce qu'a dit Florian Philippot chez nos confrères de LCI. La sortie de l'euro ne sera pas abandonnée. Elle ne le sera pas parce que ça a été rappelé par Marine Le Pen lors de notre dernier bureau politique il y a à peine une semaine, où elle a rappelé que nous étions tous favorables à la souveraineté monétaire, tous contre l'euro et tous pour une monnaie nationale, je la cite précisément dans ces mots. Alors, attendez, la question a-t-elle d'abord été tranchée en interne? Quelques minutes plus tard, sur Europe 1 ce matin, la présidente du Front National s'est voulu beaucoup moins catégorique que son bras droit. Écoutez, Marine Le Pen. Nous allons essayer de concilier cette nécessité d'être libre chez nous, souverain chez nous, nous Français, et rassurer les Français sur cette question monétaire. Voilà, ça va être un petit peu certes peut-être la quadrature du cercle, mais je suis convaincu que nous allons y arriver. Qui croire? Concilier. Qui croire dans cette histoire? Il semblerait quand même qu'au Front National ça va un peu mal quand même pour le coup, parce que il y a ceux effectivement comme Florian Philippot qui défendent coûte que coûte la sortie de l'euro, et Marine Le Pen qui semble un petit peu faire marche arrière sur ce qu'elle avait pourtant promis durant la campagne présidentielle. Alors, franchement, j'ai envie de croire ni l'un ni à l'autre, et moins bien ils se porteront, mieux on sera, oui, mieux la France sera, voilà. Oui. Mais bon, c'est comme une comédie où chacun s'est donné un rôle. Toi tu dis ça tout à l'heure, moi je dis ça tout à l'heure. Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que deux personnes d'un même parti sur deux médias différents à des heures, j'allais dire quasi égales, peuvent dire tout le contraire. C'est ça qui est incroyable quand même. Ah, oui, mais je pense même pas que ce soit un accident. Je pense que, comme disait Hakim, mais ça, c'est arrangé tout ça. Comme ça, t'as d'un côté les gens qui sont un petit peu sceptiques au Front National, qui vont se dire ah bah finalement ils sont ouverts donc je vais y aller. Et d'un autre côté, t'as les mecs qui sont vraiment d'extrême droite, qui sont vraiment voilà. Ils vont dire ah bah non bah en fait on reste dans le même truc. Donc moi je reste avec le FN. Donc ouais non. Alors avant de passer à l'avis tranché de notre ami Hakim Aral, dans un instant direction le Mobi Répondeur, puisque vous le savez 24 heures sur 24 vous avez la possibilité de nous adresser vos messages, coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission. Avis tranché, vous pouvez nous en faire quelques-uns, n'hésitez pas, en tout cas lâchez-vous en toute liberté, libertad. 06 18 21 56 41, c'est vous qui le dites et on vous écoute. Salam alaikum. Vraiment Jean-Marc, je te remercie beaucoup pour la chronique que tu as fait sur l'indépendance de l'Algérie. Vraiment magnifique. On n'aurait pas pu faire mieux. Alhamdulillah.
Salam alaikum Jean-Marc. Monsieur Christophe, bonjour, excellente journée. Je suis très content de ma fille qui prend son baccalauréat. Voilà, s'appelle Sabrina Nadej. Félicitations à tout le monde. Et voilà la jeunesse qui est vraiment à part pour dire on est là, on continue de laver et vive la France, vive tout le monde. Voilà. Merci Monsieur Christophe, si c'est possible de passer, merci beaucoup. Voilà, j'ai 4 bacheliers. La première, elle est chasse-femme. Et la deuxième, 2 garçons au droit. Et la petite, elle va faire le parcours directement sur le concours de médecin. Voilà. Et je suis un ouvrier simple que je vive très 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 bien. Et j'ai travaillé avec tout ce qu'il faut faire pour mieux indiquer bien mes enfants. Je vous remercie, France Maghreb 2, et vive tout le monde. Et toujours, depuis que j'attends ce message pour M. Christophe, et bravo M. Christophe. Et je vous connais, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait très 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 longtemps. Voilà, vive Radio France Maghreb 2. Au revoir M. Christophe, bonne journée. Bonjour France Maghreb, c'est pour Jean-Marc. Merci pour ton émission hier. Ça m'a fait fondre en larmes. Ça m'a fait rappeler quand j'avais 12 ans. Ma mère nous racontait dans les événements comme le 5 juillet ou le 1er novembre, qu'est-ce qu'ils ont vécu parce qu'ils habitaient la Casbah. Et là, tout m'est revenu, les souvenirs, ces mots qu'elle disait, sa souffrance, etc. Ma grand-mère qui a été en prison, mes grands-parents, etc. Bon, vraiment hier, tu as été à la hauteur. Si ces martyrs qui sont partis t'écouteraient, vraiment ils seraient fiers de vous. Bravo Jean-Marc, sincèrement. Et c'est très rare, c'est très très rare que dans cette émission on dit du bien de l'Algérie. C'est toujours du négatif, toujours ça va mal, toujours les mensonges. Mais là, chapeau bas. Merci, au revoir. Salam alaikum, c'est Fatizo. Bah écoutez, moi je fais un grand coup de gueule pour les hôpitaux psychiatriques parce que dès que on a un petit problème de sour ou de genoux qui viennent nous empêcher de dormir, ils nous cassent avec des anxiolytiques. Donc maintenant, je dois raccrocher parce que je suis à l'hôpital psychiatrique. Salut. Voilà, au message. Évidemment. Sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Bon, arrêtez de rigoler en tout cas parce que l'hôpital psychiatrique c'est vraiment pas marrant. Et bon courage en tout cas à cette dame. Et bon bah Jean-Marc en tout cas il en a. Jean-Marc, pour chapeau. le coup là, chapeau. Alors moi j'ai écouté ce qu'il a fait Jean-Marc, je le remercie, je le félicite et je lui dis je le préfère bien plus sur ses positions concernant l'Algérie que ses positions sur le parti social Opitec. Voilà. Ah d'accord. Tu m'as pris de côté. C'est dit au moins. Bon allez, on va enchaîner tout de suite avec notre ami Hakim Raj pour bien son avis tranché de jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Hakim qui va nous parler des pays indépendants. Enfin, donc mon avis tranché aujourd'hui prend le rebond sur le 5 juillet, donc hier, la date, donc la fête nationale de l'indépendance en Algérie. Certes, l'émotion est là, les battements de cœur sont là, les larmes sont versées. Lorsque on arrive en 5 juillet 1962 à se libérer officiellement de la domination du colonisateur français après non pas 8 années de guerre, parce que souvent on dit c'est 8 années de guerre, de révolution armée, non, c'est 132 années de guerre, elle n'a jamais cessé, qui ont fait au total entre 12 à 15 millions d'Algériens exterminés. Donc c'est pas seulement les 1 500 000 morts pendant les 8 ans de la guerre de 54 à 62 que les gens fêtent, que les cœurs battent et que les larmes coulent, c'est par rapport à 132 ans de domination territoriale, culturelle, économique, politique sur l'Algérie, qui a donné, et je le dis, je le répète, entre 12 à 15 millions de morts exterminés par cette entreprise coloniale française. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, 55 ans plus tard, on salue la mémoire de peuple algérien qui a souffert pendant 132 années et les 8 dernières années encore plus, donc de 54 à 62.
Mais c'est surtout l'idée de réfléchir sur ce qu'est l'indépendance, car l'indépendance territoriale est une chose, donc d'avoir son pays, son gouvernement, son drapeau, son hymne national, sa langue reconnue, sa religion reconnue, son gouvernement, etc. Ça c'est une chose, d'accord, sa constitution. Mais l'indépendance, est-ce qu'elle s'arrête au territoire? Est-ce qu'il faut une indépendance également industrielle? Est-ce qu'il faut une indépendance agricole? Est-ce qu'il faut une indépendance économique? Est-ce qu'il faut une indépendance culturelle, sociale? Eh bien la réponse, elle est évidente, c'est bien sûr que oui. Et quand on regarde aujourd'hui, 2017, qui n'est rien de plus que l'avenir de 1962, quand on fait un flashback aujourd'hui, c'est l'avenir du passé, forcément. Eh bien on voit que après cette lutte d'indépendance, pour l'indépendance, d'accord, on a quand même la première communauté d'origine étrangère en France qui sont les Algériens. Donc on se dit, et là vient sur à l'idée la question de l'immigration. Voilà, l'immigration. Est-elle positive pour la France? Est-elle négative pour la France? Est-elle positive pour les pays d'origine? En l'occurrence, on va prendre l'exemple de l'Algérie tant qu'on y est. Ou est-elle négative pour le pays d'origine qu'est l'Algérie, encore une fois? Quel est le rôle justement de cette diaspora algérienne? L'indépendance territoriale est une chose, mais l'indépendance industrielle qui va aboutir vers une indépendance économique, ne serait-ce pas une valeur émancipatrice qu'il faut atteindre à tout prix pour pouvoir fêter à 100% l'indépendance nationale? Si le 5 juillet 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, c'est quoi la date de l'indépendance industrielle, agricole, économique, sociale de l'Algérie? Est-ce qu'on peut la fêter, ça, ou pas encore? Un petit chiffre simplement, de plus, quand en les années 70, on a près de 70% de l'alimentation algérienne qui était fabriquée sur place. C'est-à-dire c'était autosuffisant, l'Algérie, au niveau alimentaire, à 70%. Aujourd'hui, les chiffres, c'est les chiffres de 2012, je l'ai lu dans une revue historique et scientifique, sur des statistiques. En 2012, l'Algérie importe 75% de son alimentation. Est-ce que c'est une indépendance? Ou est-ce une dépendance à l'importation? Ça, c'est des questions, en fait, pour dire qu'aujourd'hui, 2017, qui est l'avenir de 1962, l'Algérie, pour l'exemple de l'Algérie, elle n'a pas achevé totalement son indépendance. Alors la question maintenant la réflexion, et j'en finirai là, c'est 2062, c'est-à-dire 100 ans après le 5 juillet 1962. Donc 100 ans après, les Algériens, le peuple algérien qui avait lui-même libéré son territoire, saura-t-il, d'accord, acquérir cette indépendance à tous les niveaux, je répète, politique, économique, agricole. Voilà. Alors, et la réflexion que je voudrais avoir avec nos amis éditeurs au micro, ça serait de dire la responsabilité et le rôle de la diaspora algérienne, notamment par extension maghrébine et même africaine, d'accord, sur donc son rôle sur l'émancipation, que ce soit de l'Algérie, du Maghreb ou de l'Afrique. Voilà. Merci Hakim. Est-ce que Islam a un petit commentaire à faire? Oui. Ouais. Alors c'est vrai les Algériens importent 75% de leur alimentation, ça c'est vrai. Mais faut savoir aussi que les Algériens aussi produisent un blé qui coûte 3 fois plus cher que ce qu'il y a dans le prix dans le reste du monde. Donc en fait c'est ce qui leur permet d'importer. En fait ils vendent extrêmement cher aux autres pays. En fait le blé ils le produisent pas pour eux, ils le produisent pour le vendre. C'est un blé bio de très haute qualité et ce qui leur permet en fait d'importer 3 fois ce qu'ils vendent. Le blé dur. Voilà, c'est ça. Ok, mais bon, c'est pas... Non, mais je voulais juste préciser ça. Donc, en fait, c'est une petite forme d'indépendance, au moins financière, tu 98% de budget, c'est le pétrole et le gaz. Hein. Ah, je sais. Ouais. Bon, merci. Je suis pas là pour défendre le bilan algérien. Non, c'est pas ça. Non, la réflexion, c'est la responsabilité de la diaspora maghrébine, africaine, algérienne sur l'émancipation et l'indépendance, notamment industrielle, économique des pays d'origine. Voilà. On parle d'Algérie dans un instant, messieurs dames. Le président algérien s'est exprimé. Il a demandé à la France la reconnaissance des souffrances liées à la colonisation.
On y revient dans un instant avec vous, mesdames, messieurs, au 01 40 33 9000. Je rappelle qu'on peut intercepter à n'importe quel moment des appels au standard, mais vous pouvez aussi utiliser l'outil qu'est le mobile répondeur au 06 18 21 56 41 pour nous livrer vos réactions 24 heures sur 24. Des réactions que l'on sélectionne et que l'on écoute, comme ce fut le cas il y a quelques instants, en direct à l'antenne. Bon début de soirée, 17h21. On va parler aussi du lendemain du bac. C'était hier le bac, les résultats du bac. Eh bien, Islam Saïdi en a fait un avis tranché. À tout de suite. Des médecins, des architectes. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut fuir le pays, en fait, c'est cette catégorie de gens qui peuvent monter un peu le pays en la laissant à l'abandon. Et voilà, normalement, c'est la classe. Est-ce que c'est uniquement la faute des intellectuels, comme vous dites, Fares, qui ont quitté et choisi de fuir leur pays, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une responsabilité de l'État algérien qui n'a pas su les retenir aussi? Oui, mais en fait, c'est vraiment des patriotes. Si vous regardez la France ou tous les pays qui sont sortis de la colonisation, derrière, pour construire le pays, c'est des gens qui ont fait des études, des savants, voilà, c'est des gens, c'est pas. Merci Fares. Ce qu'il dit Fares, Christophe, c'est très juste. Exemple, la Seconde Guerre mondiale, la France elle est détruite, l'Europe elle est détruite. Ouais. Les Français ils s'enfuient pas aux États-Unis. Ouais. Voilà. Il y a une politique, migratoire. Imaginez à l'époque, les années 54, tous les moudjahidines, tous les combattants, les résistants contre le colonialisme, ils vont dire, écoutez, c'est pas notre affaire. Moi, il y en a plein qui sont ici en France qui travaillaient. Ils ont abandonné tout pour rejoindre les maquis, pour défendre la dépendance d'Algérie. Oui. Et maintenant, en fait, les gens. Et le plus important, en fait, ça devient individualiste. Le plus important, c'est leur confort et l'argent. Ils s'en foutent du pays, quoi. Après, derrière, c'est vrai qu'il y a des problèmes, on va dire, de liberté d'entreprendre tout ça. Mais c'est avec ces gens-là, s'ils sont restés et tout le monde ensemble, on va pousser. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Exactement. Bravo, merci Fares. En fait, c'est d'être patriote. Et patriote, voilà. c'est ni plus ni moins que d'aimer sa famille, sa maison en fait. Bon, merci Fares en tout cas pour ton avis. Merci beaucoup. Merci à toi, 01 40 33 9000 par le biais du mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Islam, tu partages cet avis toi que les intellectuels ont un peu fui leur pays, un peu trop facilement, ont choisi la facilité, ou peut-être aussi le fait que l'État algérien n'ait pas su les retenir, dont tu te situes où toi? C'est peut-être franchement aujourd'hui, pour un intellectuel, qu'est-ce que vous appelez un intellectuel au final ? En fait, non, le mot c'est la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que les cerveaux qui contribuent à l'émancipation d'un pays. Bien entendu, bien sûr. Déjà, mais est-ce qu'on leur a proposé un vrai projet à ces cerveaux ? Parce que justement, là, Hakim parlait justement d'ailleurs de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais justement derrière ce qui leur était proposé, parce que eux aussi ils auraient pu fuir, comme ils disaient, ils auraient pu aller aux États-Unis. Mais si les Algériens l'ont fait plutôt que les Français, c'est peut-être que aussi eux ils ont senti que, je suis désolé, peut-être en Algérie on dit démocratie, non, une république démocratique et populaire, mais c'est plus une monarchie qu'autre chose. Mais faut savoir garder toute proportion. Quand j'ai cité l'exemple de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas fui mais qui a reconstruit le pays. Attention, la France était l'État colonial depuis, donc on est en 1945, ça faisait déjà près de 200 années qu'ils colonisaient l'Afrique, donc ils avaient accès aux richesses. La révolution industrielle bien sûr. Première, la seconde faisant, donc il y a eu une avancée technologique, il y a eu l'industrialisation. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de l'industrialisation qui est très important pour l'émancipation et pour la véritable indépendance. Maintenant, la responsabilité, il a très bien dit Fares en fait, et Christophe, même s'il veut mettre un bémol, je mets pas de bémol, je pose des questions. Oui, mais non, je sais bien, en posant la question, ça met un bémol sur la responsabilité de l'État parce qu'elle est partagée. Mais en fait, c'est les individus qui forment l'État. Ça revient toujours au peuple. La décision, c'est comme c'est Churchill qui disait, t'attends pas qu'est-ce que l'État il fait pour toi, mais tu poses la question qu'est-ce que tu fais pour l'État. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'État? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de perspectives d'ascension sociale en Algérie aujourd'hui? Énormément. Non, je pense pas. Pas qu'en Algérie, je parle du Maghreb et d'Afrique. Plus que maintenant qu'avant. Énormément, Islam. Moi, je pense qu'il y a besoin de tout. Fils de paysan, même s'il est surdiplômé, j'ai pas l'impression que. Sache, Islam, n'importe quel businessman, quand il entend dire que dans un pays il y a 75% de l'alimentation qui est importée, il va aller là-bas, il va développer un business et il va développer l'agriculture, n'importe quel. Donc et tu invites tout le monde à retourner là-bas, quoi. À prendre conscience de l'importance de la responsabilité dans la
dans la prise d'indépendance véritable. Ça c'est un peu, voilà, et notamment au niveau économique, industriel. Voilà. Et puis un argument pour l'islam, en Algérie, tu as un projet agricole, on te donne la terre, on te la donne. Dans le sud Et algérien. est-ce que toi, en tant que chef finance. d'entreprise, Hakim, tu y as pensé? Bah bien sûr, n'importe quel chef d'entreprise il peut y penser. Il y a eu un consortium là il y a moins d'un an sur 25 000 hectares qui ont été entre deux, c'est un joint venture entre deux sociétés américaines et algériennes pour le développement de l'agriculture, dont 5 000 hectares qui sont consacrés à l'élevage bovin, ovin pour les viandes, pour l'alimentation. Donc c'est des gros projets et il y a tout à faire. Attends, donc tu me disais que et c'est pareil pour le Maroc. Comment? L'État donne le terrain, mais pas seulement. Ah bah j'ai un ami très clairement, voilà, donc il avait une licence de taxi, il l'a vendu. Et ben il fait 4 récoltes de blé par an, il a des terres, il fait l'élevage de vaches laitières, ils vendent du lait. Non mais je voulais savoir ce que l'État fait. Ils mettent à disposition la terre. Ouais. Et la main d'œuvre. Non, la main d'œuvre non. Elle est pas chère la main d'œuvre. Hein. C'est le même prix quasiment qu'en Asie. C'est à peu près 300 € par mois, en grosso modo. La terre. Et par exemple pour une exploitation agricole, ils creusent le puits, donc les sondes, d'accord. Plus le goutte à goutte, le système. Et il y a même un fonds de roulement et de trésorerie. Et ils financent même les semences. C'est juste viens et sois présent et travaille. Voilà ce qui se passe. Peut-être qu'il y a eu des corrections d'apporter, Hakim, et peut-être que les cerveaux, après avoir fui l'Algérie, vont peut-être commencer progressivement à revenir. Je sais pas ça parce que une fois que tu fuis une fuite il y a 40 ans, après tu te maries, tu fais des enfants, tu t'installes. Non, mais la nouvelle génération, peut-être qu'elle va s'impliquer plus. Non, les personnes de la diaspora africaine, par extension, ils sont déjà investis quand ils construisent les maisons, quand ils envoient de l'argent au pays, quand ils financent les études des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, quand ils financent les mariages, quand ils construisent leur maison secondaire, quand ils investissent dans l'immobilier, tout en vivant ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe, et ça n'empêche pas d'investir. Au contraire, là, Alors, voilà. Je voudrais, avant qu'on accueille Salima, qui souhaite peut-être aussi réagir, vous lire les déclarations du président Abdelaziz Bouteflika hier. Notre peuple exige toujours, une reconnaissance de ses souffrances de la part du colonisateur d'hier. La France, c'est en ces termes hier, et à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance d'Algérie, que le président algérien Bouteflika a demandé de nouveau, donc, à la France, pays colonisateur, d'admettre officiellement les souffrances infligées au peuple algérien sous la colonisation. Voilà en gros, et dans ces termes que le président Bouteflika s'est exprimé. C'est de bon augure, Hakim? C'est bien parce que on est dans une perspective de justice, de règlement, on va dire. Mais là, on comprend. Il parle bien de souffrance. Oui, souffrance. Donc, pas de repentance ni d'excuses. On n'est pas dans la repentance qui fait qu'il y aura un remboursement de ce qui a été volé. Ni d'excuses. Comme on peut voir. Reconnaissance de souffrance. Par exemple, avec la souffrance qu'ont pu subir les Juifs à l'époque d'Hitler, on va dire, pour ne parler que de eux, la Shoah. Chose pour laquelle ils se font rembourser par les banques qui étaient au service des nazis ou même l'Allemagne aujourd'hui. Donc c'est pas pareil parce que je pense pas que l'Algérie a besoin de l'argent de la France. C'est à importer, oui. Est-ce que Macron qui partirait en Algérie en voyage officiel, contrairement au Maroc cette fois-ci, en septembre voire en octobre maximum, est-ce qu'il pourrait peut-être prononcer ce fameux discours que les Algériens attendent depuis 55 ans? Alors l'Algérie, elle est au centre de l'économie française. Ça, il faut le dire et le redire. Ça, c'est très important. Et voilà, elle est au centre. C'est un pays partenaire de la France qui est trop important pour le négliger. Oui. Et le voyage qui se fera obligatoirement. Oui. Là, la rentrée. Là. Voilà, la rentrée. Cette phrase que vient de sortir le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sur la demande de reconnaissance de la souffrance, d'accord ? On peut dire, Christophe, je pense à l'antenne, que la souffrance, elle va être reconnue dans ses dispositions au niveau de la terminologie. Reconnaître la souffrance. Ça changera beaucoup de choses. Déjà que candidat, il avait dit quelque chose pour le crime de l'humanité. Voilà. Le crime de l'humanité. Ça veut dire là, là, Bouteflika, il remet sur la table la reconnaissance de la souffrance et bien sûr, ça ne va être qu'une phrase. Il n'y aura pas d'un remboursement de la. Mais il y aura des conséquences quand même. Mais non, mais une phrase. Je pense pas qu'ils vont rendre l'or qu'ils ont pris, la France qu'a pris en Algérie, qu'ils vont payer le fer de la Tour Eiffel, qu'ils vont rendre les canons qu'on voit au musée des Invalides, qui sont plusieurs fois centenaires. Ça va simplement, ça va être didactique et terminologique. Mais la France, elle a pas, je pense pas, l'argent suffisant pour rembourser ce qu'elle a pris à l'Algérie. Donc tu penses que Macron va le faire?
Ah bien sûr, on peut le dire à l'antenne, ouais, il va le faire, je pense, ouais. Parce que c'est programmé. Pourquoi ? Parce que Macron, dans sa campagne électorale, est parti en Algérie pour dire crime contre l'humanité. Ouais. Même si après il a mis un petit bémol, crime contre l'humain. Là, Abdelaziz Bouteflika, il répond maintenant à Macron en tant que président. On attend la reconnaissance de la souffrance de l'ex-colonisateur d'hier, d'accord ? Donc il le dit bien dans la phrase d'hier. Ouais, d'hier. Ils sont très importants les mots. Et le voyage officiel, il va forcément faire référence à ça. Parce que sinon, tu partages l'avis d'Hakim ? Sinon les marchés algériens pour la France, ils vont être définitivement clos. Est-ce que l'économie, là, pour le coup, est très importante, évidemment, les échanges entre les deux pays. Ah bah oui, parce qu'elle a perdu beaucoup de marché, la France. De regagner, en tout cas, beaucoup en confiance et en partenariat, si cette phrase est prononcée. Elle doit être prononcée, les Algériens l'attendent, la réclament, la demandent. Cette reconnaissance, et non pas d'excuse ni de repentance, mais reconnaissance de la souffrance du colonisateur d'hier. La France, voilà. Islam, ça te semble possible à l'occasion d'un voyage officiel de Macron en Algérie ? Ça semble possible, et moi je l'espère beaucoup, parce que en fait, ceux qui se retrouvent dans une situation de malaise, en fait c'est les Français d'origine algérienne qui vivent ici en tant que Français, en tant qu'Algériens, ils sont dans une crise identitaire. Bravo. Ceux qui l'ont vécu. Et après on se plaint que des gens comme Benzema ou Zidane ne chanteront pas la Marseillaise, qui est un appel aux armes en équipe de France, alors contrairement à la Prince Ahmed qui est pas du tout guerrier. Voilà, mais le truc c'est que voilà, nous ça nous faciliterait, parce que tu vois, on a toujours ce petit malaise. On se dit ouais, on est Français, on est fiers d'être Français, vive la France et tout. Mais après tu vois, on se dit ouais, c'est vrai que quand même. Quand t'es renvoyé sans cesse à ton origine. Voilà, et après on se dit en plus ça n'a pas été reconnu. Ça veut dire qu'il y a encore ce conflit, on va dire, idéologique entre les deux pays. Donc après, on a l'impression d'être un traître quand on dit vive la France, parce qu'on se dit ouais, regarde ce qu'ils ont fait. Et s'il y a au moins cette mini repentance, on se sentirait déjà beaucoup moins coupable. On se dirait ouais, ok, d'accord, je suis français, mais c'est pas de la traîtrise entre guillemets, parce que regarde, le président a dit que c'est vrai que la France par le passé avait un petit peu déconné. Et ce que tu dis, c'est bien, Islam. Et là, le président il le dit, Christophe. Mais on le retrouvait dans les manuels scolaires, donc forcément. Ouais. Bah oui. Déjà, ouais. Si c'est la position officielle, ça va être enseigné à l'école. Il faut qu'on avance. On accueille Salima rapidement. Salima, bonsoir. Oui, salam alaikum. Je vous appelle avec du retard. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd à tous, parce que je vous ai pas eu avant. Et puis je vous appelle également pour vous taquiner. Là, je vais faire ma prof d'anglais, parce que j'ai entendu comme ça en rentrant du collège là au débeauté. C'est pas Winston Churchill qui avait cité la fameuse phrase. Oui. C'était JFK qui avait dit aux Américains, oui, don't ask what you can do for your country. Yeah, thank you. Voilà. C'était là j'ai un trou de mémoire. Donc ne demandez pas votre prix ce que vous pouvez faire pour vous, mais en gros demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ouais. Voilà, je suis désolée, je suis un peu fatiguée en cette fin d'année et ces réunions à rallonge au collège. Bon, très bien, merci beaucoup en tout cas. Salima, pour avoir taclé un peu la mienne, Kim. Merci à beaucoup. Taclé taclé. C'est complémentarité. Ouais, bien sûr. Pourquoi tacler ? Allez, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah non, mais bon, on le voit comme on veut en même temps. Allez, on passe maintenant. Il y a beaucoup de commentaires d'ailleurs sur le discours de Bouteflika sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez les voir, bien sûr, et participer à l'échange et à la discussion. C'est important parce que ça se poursuit au-delà même de l'émission, au travers aussi de vos messages laissés sur le mobile répondeur 24h24 06 18 21 56 41. Et vous pourrez notamment laisser des messages pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la vision de Hakim Rahal, bien sûr. On va parler maintenant du bac, puisqu'on est au lendemain de cet examen important attendu par beaucoup de jeunes lycéens. Les parents sont parfois d'ailleurs plus stressés que les enfants eux-mêmes. Les lendemains de bac, c'est soupe à la grimace ou alors c'est gros sourire à tout va. On va en parler tout de suite au travers de David Tranché de Islam Saïli. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Lendemain de bac, Islam Saïli. Alors moi je voudrais juste adresser un message à ceux déjà qui ont eu leur bac. Bienvenue dans le monde adulte, maintenant c'est les responsabilités. Je me souviens que moi quand j'étais au lycée, j'attendais juste à avoir le bac et à être enfin libre. Mais être enfin libre, finalement c'est redevenir esclave, parce qu'on a tout de suite des responsabilités. Moi, vous allez voir maintenant, quand vous allez rentrer tout de suite à l'université, aux grandes écoles, tout ça, va falloir trouver un travail pour financer ses études. Il va falloir tout de suite négocier son dimanche, parce que le lundi on a un examen souvent, et en plus le pire, quand on arrive à obtenir ce dimanche, en fait on fait rien, on se repose parce qu'on est KO. Donc les gens qui entrent justement dans ce monde adulte, bienvenue, mais surtout bon courage. C'est pas la fin
d'une liberté, parce que la liberté elle était au collège et au lycée quand vous avez le droit de faire ce que vous vouliez. Maintenant c'est les problèmes parce que maintenant vous êtes responsable. Maintenant on pourra pas dire ouais de toute façon c'est mes parents, c'est eux qui gèrent et tout. Allez, maintenant tu vas faire la queue pour ton pass Navigo à Gare du Nord, tu vas attendre 45 minutes juste pour avoir une signature. Quand tu vas voir qu'il manque un papier, tu vas devoir envoyer des recommandés, tu vas devoir postuler, tu vas connaître ce que c'est une période d'essai. Et une période d'essai c'est long, c'est 2 mois. Et 2 mois à faire de la lèche à ton responsable pour pouvoir essayer de gratter un petit CDI, un CDI qui va te ramener le SMIC horaire, donc environ 600 €. 600 €, sachant que tu vas, allez, si t'es malin, tu vas ajouter 300 € de bourse, ça va te faire 900 €. 900 €, tu vas rajouter 300 pour aider la maman. Le reste, tout va passer dans l'argent. Tout va passer dans la bouffe, pardon. Et je voudrais aussi féliciter, parce qu'on ne les félicite jamais, ceux qui sont au rattrapage. Ah, franchement, là, c'est manqué de peu, mais eux, ils vont faire une vraie remontada, tu vois, pour ceux qui suivent un petit peu le foot. Donc, à eux, je vous souhaite bon courage. Il y a déjà une partie qui ont passé aujourd'hui. Ceux qui l'ont eu, bravo. Ceux qui l'ont pas eu, vous allez vous faire défoncer par vos darons, parce que déjà, c'est double défonce. Déjà, hier, t'as appris que tu l'avais pas. Déjà, ils étaient un peu vénères. Aujourd'hui, on t'a laissé une chance, tu l'as pas eu. Mais ceux qui vont l'avoir au rattrapage, ils vont encore plus kiffer. Moi, je me souviens que j'avais vraiment kiffé, tu vois, parce que je partais de loin. Je me disais, franchement, déjà, si je l'ai, quand j'avais vu que j'étais au rattrapage, ma mère m'avait mis un coup de pression légendaire. J'étais allé en transpirant, mais quand on l'a, ça fait du bien. Et ceux qui l'ont pas, souvent ils se considèrent comme des ratés parce qu'ils voient que voilà 90. Attends, c'est quoi le taux de réussir? C'est plus de 90%. Voilà, on est dans les 80-90%, 87% on va dire. En baisse, je crois, par rapport à l'année dernière. Comment? Il est en baisse, le taux de réussite. Il est autour de 80. Mais beaucoup de gens ont l'impression que c'est des ratés, et moi je connais parce que je travaille avec des lycéens, et il y en a beaucoup qui ont l'impression d'être des ratés, qui étaient au bout du rouleau. Et non, vous n'êtes pas des ratés, c'est juste que chacun avance à son rythme, et on faut arrêter un petit peu dans cette société compétitive où celui qui va arriver le premier c'est celui qui va réussir le mieux. Pas forcément. Je connais des gens qui ont eu le bac après moi, qui aujourd'hui ont une situation bien mieux que la mienne, et vraiment c'est pas une course contre la montre, les gars. Et de toute manière, son destin, on l'a sur la route qu'on a pris pour l'éviter. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez ce que vous devrez avoir. Donc et si ça se trouve, vous allez redoubler, vous allez rater votre bac, mais vous allez mieux travailler l'année prochaine. Vous aurez des écoles que vous n'espériez même pas cette année. Donc voilà, ceux qui n'ont pas leur bac, je vous félicite aussi parce que vous avez encore une chance d'encore plus briller. Merci Islam, voilà un message de soutien à ceux qui ont peut-être raté le bac. Bravo Islam. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas Islam. Positif. Avant de parler des vaccins, allez, on va revenir un petit peu en arrière. Les vaccins obligatoires, ça nous rappelle des petits souvenirs, ça aussi. On va passer au j'aime ou j'aime pas. On va accueillir Yasser Malek dans un instant. Pour l'instant, le j'aime ou j'aime pas, les gars. Hop, on enchaîne. Alors, Mayada le fait. Bah oui, tiens, notre invité. Allez, hop, parle devant. Hop là, on est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dans j'aime ou j'aime pas? Après sa visite à Paris, Mahmoud Abbas est en visite officielle en Tunisie à partir d'aujourd'hui, et ce pour 3 jours. J'aime, j'aime pas ou lol, on s'en fout. Ouais, j'aime, c'est bien. Slam? Lol, on s'en fout, enfin, je sais pas. Il fait ce qu'il veut, quoi. Très bien. Mademoiselle? Pareil. Corée du Nord, Paris et Washington veulent de nouvelles sanctions. J'aime, j'aime pas la volonté de Paris et de Washington. Paris aussi? Oui, Paris aussi. C'est drôle ça, qu'est-ce qui se mêle de... Ouais, je sais pas, c'est drôle, je sais pas, y'a pas... lol. Ouais, voilà, lol. lol. Ok, Palestine. On en a déjà parlé, mais je vous la remets quand même parce qu'elle est terrible. Des dizaines de panneaux solaires ont été offerts aux Palestiniens par le Pays-Bas. Ils ont été confisqués, abîmés et même détruits par l'armée israélienne. Bah on déteste, et surtout c'est une manifestation supplémentaire de l'inhumanité de cette entité sioniste qui n'a qu'une seule vocation, c'est l'extermination des Palestiniens. Voilà, déjà empoisonner leur eau, et des exemples comme ça. Donc l'eau c'est la vie, c'est vital. Et là, même des choses qui ne représenteraient pas un danger pour cette entité sioniste, elle est détruite. Donc en fait, ils veulent détruire l'espoir. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on perd jamais espoir à défendre les causes nobles. Voilà. J'imagine qu'on déteste Islam. Ouais, bah ouais. C'est pas cool. Pareil, ouais. Hedge, un deuxième tirage au sort, ça se passe en Algérie pour l'attribution de 144 nouveaux passeports, aura lieu samedi à Alger.
En fait, apparemment, c'est les passeports spécial pèlerinage, qui vont être confiés via un tirage au sort aux personnes âgées de plus de 70 ans en Algérie. Donc ça se passe par tirage au sort. Donc c'est que pour les personnes de plus de 70 ans. Voilà, c'est ça. Ils vont rajouter 174 visas plus. 144 visas supplémentaires. Voilà, mais je sais que on aime, hein, ça tant mieux, qu'il y ait plus de gens qui peuvent accéder à ce voyage de leur vie, hein, même pour certaines personnes. Ouais. Mais le chiffre, je crois, c'est 20 000. Je crois qu'il y a octroyé visa pour l'Algérie. Non, mais il y a eu un premier tirage au sort, il y en a un nouveau de 144. Là, ça concerne uniquement les personnes de plus de 70 ans. Voilà. D'accord, on est d'accord là-dessus. Ouais, voilà. Bah, on aime, bien sûr, on aime. Bah ouais, c'est bon. Islam, on aime. On kiffe. On kiffe. Pareil. La France insoumise a été récompensée, sachez-le, par le Grand Prix de l'innovation digitale dans la catégorie société pour les meetings en hologramme. Ah bah ça c'est... Ouais, on aime, moi j'aime bien, ouais. Ouais, bien sûr. Islam. J'ai l'impression que France Insoumise ils gagnent tous les trucs qui servent à rien. C'est dommage parce que ça sert pas à être à la décision politique, mais ça sert pas à rien. Ça sert à communiquer. Mais bon, c'est il pas a fait le buzz. Il a fait le buzz. Ils ont eu tous les soutiens de toutes les associations, mais ça leur... il faut pas. Au premier tour, Macron il a que 8 millions de voix et quelques. Ouais, tandis que Mélenchon il a 7 millions. Hein. Ah bon bah oui, ça se joue à quelques milliers de voix. C'est ça, tout, tu me fais plaisir là quand tu dis. Islam, on aime bien alors cette petite récompense. Bah oui. Ouais. Bon. Non, moi j'ai kiffé. Avancée technologique, l'hologramme, le meeting par hologramme. Et tiens, pour finir, pour 28% des Français interrogés, l'opposition, devinez c'est qui? L'opposition? Ouais. C'est Mélenchon. C'est Mélenchon. Bah oui. Pour 28% des Français. Seulement 28%? Seulement 28%. Et le reste, ils pensent quoi? Ils pensent que c'est Le Pen ou quoi? Bah, je sais pas. En tout cas, 28% des personnes interrogées pensent que c'est Mélenchon qui représente l'opposition. Non, mais c'est beaucoup, 28%. Bah, ça, si, c'est pas assez, c'est 28%. À moins que les Christophe, à moins que les 72 autres pourcents se sont dispersés. Ils se sont abstenus. Ils sont dispersés entre convertis au macronisme. Voilà, exactement. Allez savoir. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas. Nous allons parler maintenant 3 minutes pour en parler de ces vaccins. Vous savez qu'on parle beaucoup. On étudie actuellement le fait de rendre obligatoire les 11 vaccins obligatoires. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de Yasser Malek qui est avec nous, que je salue. Salut Yasser. On n'a que 3 aujourd'hui. Salut Christophe, salut à tous. Salut Yasser. Combien y a-t-il de vaccins obligatoires aujourd'hui en France, là maintenant à l'heure où on parle? 3. Le DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite. 3, on va passer à 11. Voilà, il y en a 8 qui sont recommandés et en fait ils veulent mettre les 8 avec les 3. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'un point de vue médical, Yasser Malek? Je pense qu'il y a 2 avis. La première, faut rappeler que les vaccins sont là pour prévenir les maladies qui sont des maladies graves, avec des complications aiguës graves, des complications à long cours graves et qui entraînent aussi le décès. Le deuxième objectif, c'est de protéger la communauté. En tout cas, c'est pour ça qu'ils le font, via en fait la solidarité, puisque tout le monde se vaccine pour protéger les autres. Et ensuite, ce serait gratuit, et ce qui permettrait aussi aux gens les plus défavorisés d'être vaccinés, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vaccins sont payants et sont très 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 chers. Donc là, il faut le dire. Alors, ce serait une bonne chose. D'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que par rapport à l'hépatite B, parce que c'est celui qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est le fait de le rendre obligatoire, puisque sur celui-là il y a une polémique. Je pense que ils auraient peut-être dû en discuter et d'abord en discuter avant de le mettre obligatoire, puisque c'est surtout celui-là qui pose des problèmes. Donc voilà, après libre à chacun de demander toujours l'avis de son médecin et d'en discuter. Il y a une question qu'on peut se poser quand même. 2 questions très utiles et très importantes. On a 1 minute pour le faire. Certains médecins alertent sur le fait que ça pourrait être dangereux sur des personnes fragiles de leur incuber justement le vaccin de plusieurs maladies à la fois. C'est vrai ou pas ça? Non, c'est en fait celui qui pose problème, c'est l'hépatite B via une autre maladie qui est la sclérose en plaques. Et il faudrait faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que quand vous avez un antécédent dans votre famille qui a une sclérose en plaques, ne pas donner le vaccin contre l'hépatite B. Parce que sur toutes les autres maladies, il faut savoir que c'est des maladies qui sont très graves et que quand vous prenez le choix de pas vous vacciner, enfin en tout cas c'est pas vous que vous ne vaccinez pas, c'est vos enfants. En fait, vous prenez le choix par rapport à vos enfants. C'est-à-dire vous leur dites, toi je vais pas te vacciner. Alors effectivement, il y a peut-être
il y a toujours des risques quand on prend un traitement, peu importe lequel, même le paracétamol, pardon. Mais il y a la balance bénéfice-risque qu'on donne quand on met un médicament sur le marché est largement supérieure, en tout cas au niveau des bénéfices par rapport aux risques. Après, il y a toujours des risques. Ça, c'est la médecine. Mais même le fait de ne pas vacciner, c'est un risque. Le fait de traverser la rue, c'est un risque. Tout est un risque dans la vie. Il y a plus d'accidents de la route que de gens qui contractent par exemple la sclérose en plaques, si on veut imaginer le truc. Ouais. Donc il faut bien savoir de ce dont on parle. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste les polémiques qu'il y a sur Facebook. Les gens récupèrent des gens de X ou Y, c'est quelqu'un qui met une blouse, qui parle, et on le met, on dit ah tiens, t'as vu? Mais les gens sont pas dans les services d'hospitalisation. Ils voient pas les enfants aujourd'hui qui sont atteints encore de la rubéole, de la coqueluche et de l'hépatite et qui vivent un calvaire. Ça, les gens ne les voient pas. C'est des gens qui sont dans les hôpitaux. Donc il faut juste, je pense, discuter avant de mettre un peu comme en religion tout ce qu'on veut sur Internet et dire attention au scandale, attention au risque. Très bien. Attention. Dernière question à Yasser. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable lobby de laboratoire pharmaceutique pour le coup? Non, parce qu'en fait, ça coûte 20 millions d'euros. Ça va coûter 20 millions d'euros à l'État. Donc, je suis pas sûr il faut savoir que l'État, c'est aujourd'hui de pire en pire pour mettre un produit sur le marché. Donc ça, il faut le savoir que les labos l'État se bat pour diminuer les prix, voire ne pas mettre de produits sur le marché. La concurrence est très 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 strict, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut être meilleur que ce qui existe déjà pour pouvoir venir sur le marché dans la plupart des maladies, à part les maladies dites orphelines. Très bien. Ou rares. Merci Yasser Malek d'avoir apporté quelques compléments d'éléments sur cette. Alors on va dire que c'est pas fait encore. Hein. Le gouvernement étudie le fait de rendre obligatoire non plus 3 comme c'est le cas actuellement vaccins, mais 11 vaccins obligatoires donc d'ici peut-être l'année prochaine, je sais pas, en tout cas ça va être étudié et voilà, on voit que les médecins sont plutôt pour, si j'ai bien compris la position. Oui, ça nous fait peur quand on parle de vaccins. Je sais pas pourquoi. Moi quand on m'a dit 11 obligatoires, j'ai commencé à flipper, j'ai dit ouais, ça fait peur et tout. Bah oui. Tu vois, moi j'ai appris ça sur Facebook, tu vois. Mais... A priori, justement, Yasser recommande d'éviter de dire ce qu'il y a sur Facebook. Voilà. Exactement. Allez voir des médecins au lieu de sur Facebook. Posez vos questions à l'association A2S. Voilà, il y a de bons responsables qui pourront vous répondre là-dessus. Mais la grande question, c'est rapide. Pourquoi Hollande, Jacques Chirac, Sarkozy l'avaient pas fait, Pompidou, et maintenant que ça devient obligatoire? Parce qu'en fait, il y a une recrudescence des maladies. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus d'enfants qui sont touchés. Et il faut savoir que même si on est protégé un petit peu ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Et j'adresse une spéciale pour tous les gens de l'Île-de-France. Il y a énormément de maladies qui ne sont pas en France et qui sont en Île-de-France parce que ça vient de l'étranger, notamment des gens qui voyagent et des gens qui arrivent en France. Donc il faut arrêter de penser que à soi, il faut se dire que d'autres personnes peuvent nous contaminer. Et ça, c'est un risque réel. Et aujourd'hui, il y a eu une pandémie, justement, de ces maladies-là. Et c'est pour ça que le gouvernement préfère mettre de l'argent sur la table plutôt que de payer les conséquences de ce qui va se passer, ce qui se passe déjà. Merci Yasser. Dans d'autres pays où ils ont arrêté de vacciner. Merci Yasser, vous avez été complet, parfait, comme d'habitude. À très vite, Yasser Malek. Merci beaucoup. À bientôt. Dans un instant, les coups de cœur de monsieur Hakim Rahal et celui de Istem Saïdi. Elle est là en personne. Ravissante. On va écouter ça tout de suite maintenant. Donc, le discours proposé par Hakim Rahal. Si ça veut bien aller. Hop, normalement ça devrait le faire. Toujours en rapport avec justement l'indépendance qu'on a fêté hier en Algérie, la fête nationale d'indépendance. Voilà, c'est en rapport avec ça. C'est les volontés d'indépendance et d'émancipation des peuples africains. L'histoire a cautionné. L'histoire a marqué à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution? Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres. La dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance,
son développement obéisse à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Voilà, c'est un extrait de cette vidéo qui s'appelle Hakim. Les grands discours des dirigeants africains. Donc, grands discours et interviews des dirigeants africains c'est le grand mouvement d'émancipation de l'Afrique, le panafricanisme notamment. On retrouve Malcolm X, donc Lumumba, Théophile Obenga, Aimé Césaire et Thomas Sankara qu'on vient d'écouter, qui est lâchement assassiné à l'âge de 38 ans. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.